Je suis ravi d'être ici ce soir et je remercie la Cité des sciences et de l'industrie d'avoir accepté de programmer ce cycle de conférences sur les virus qui font peur. Donc on va essayer de voir ce soir que les virus peuvent être extrêmement complexes et que le monde viral, on commence simplement à le connaître. C'est un monde extrêmement complexe. Et on va essayer de répondre à la question virus, ami ou ennemi. Vous avez ici une photo en microscopie électronique d'un virus que vous connaissez tous, qui est le virus du sida. Très caractéristique en microscopie électronique, lorsqu'on est un virologiste et qu'on regarde une photo telle que celle-là, on sait à quoi on a affaire et à qui on a affaire. Donc le virus du sida, tout le monde le connaît. 33 millions de personnes infectées, c'est une estimation, très probablement beaucoup plus, majoritairement en Afrique. Donc c'est un réel problème de santé publique. Un autre virus qu'on connaît tous, le virus de la grippe, là aussi un très grave problème de santé publique. Vous connaissez tous aussi la grippe espagnole, qui a eu lieu en 1918-1919, 20 à 50 millions de morts selon les estimations, 400 000 en France. Il faut se rappeler et garder en mémoire les chiffres qui permettent de comparer le rôle de cette grippe par rapport au décès de la Grande Guerre, qui est de 12 millions de morts. 75% de la population mondiale a été infectée par ces virus, donc on voit que les virus sont de réels objets de mort et il faut réellement les combattre. Mais les virus ne sont pas les seuls à conduire à des pathologies chez l'homme. Les virus représentent une des catégories d'agents pathogènes susceptibles de conduire à des pathologies. On a aussi les bactéries, vous les connaissez aussi, telles que des pathologies comme la tuberculose, la coqueluche ou le choléra, la peste, le tétanos. Des parasites, avec le paludisme, la maladie de Chagas et d'autres types de maladies parasitaires. Les champignons aussi. Donc les virus font partie d'entités biologiques qui, comme d'autres entités biologiques, peuvent conduire à des pathologies. Il faut garder à l'esprit qu'en 2010, on a fait de très gros progrès pour la lutte antivirale. Aujourd'hui, on peut lutter contre de nombreux virus, soit directement en luttant contre la multiplication de ces virus, soit en rectifiant, on va dire, le tir, en soulageant les symptômes et en essayant de corriger les symptômes qui conduisent à la maladie. Et quoi qu'il en soit, on a une vision assez manichéenne de la relation que nous avons avec les virus. Les virus sont des prédateurs et l'homme est une proie. Et ça, c'est vraiment une idée qu'on en a tous en tête en disant qu'il faut réellement se débarrasser des virus pour pouvoir vivre en paix avec nous-mêmes et avec la planète et éviter de tomber malade. Mais je vais essayer de vous donner quelques exemples pour vous dire que la situation est beaucoup plus complexe que ça, que cette vision un peu trop dualiste de la relation que nous avons avec les virus. Donc la plupart des virus passent inaperçus. Effectivement, lorsqu'on veut étudier un virus et qu'on veut l'isoler, la première chose à faire, c'est de regarder si ce virus conduit à l'apparition d'une maladie. Si un virus conduit à l'apparition d'une maladie, alors on va s'empresser à isoler cet agent pathogène, à le décortiquer, à le caractériser et éventuellement à trouver des approches thérapeutiques pour lutter contre lui. Mais si un virus ne conduit pas à une pathologie, comment le retrouver, comment le localiser, comment l'identifier et comment le caractériser? Ça, c'est impossible. Donc pour aller pêcher un nouveau virus et le caractériser, il faut qu'il soit associé à une pathologie. C'est pour cela, d'ailleurs, que la plupart des virus qui sont découverts, étudiés et caractérisés l'ont été à partir des pathologies qu'ils ont engendrées chez l'homme et chez l'animal ou le végétal en général. Parlons du cas du virus de l'herpès. On est quasi tous porteurs de ce virus dans cette salle. À l'âge adulte, on a tous ce virus en nous. Et ce virus de l'herpès, au moins buccal, vous connaissez tous ses effets. Vous en voyez un ici. On a ce fameux bouton de fièvre lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on part en vacances au ski. Le virus est présent au niveau des lèvres et on est dans un état où on est porteur du virus et transmetteur de ce virus.
Mais pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou plusieurs années, ce virus n'est pas au niveau des lèvres, il est ailleurs. Où se cache-t-il? Il se cache au niveau du système nerveux central, au niveau d'une zone très particulière du cerveau qu'on appelle le ganglion trijumeau. Et il est là, il est présent dans ce ganglion, au niveau du système nerveux, dans le cerveau. Et il est là, latent, il attend tranquille, jusqu'à ce que des signaux qui viennent de l'extérieur le réveillent, le fassent se déplacer le long des nerfs pour aboutir finalement au niveau des lèvres. Donc on voit qu'un virus, et dans ce cas particulier le virus de l'herpès buccal, a à la fois des phases extrêmement actives, où il est présent au niveau des lèvres, et des phases où il est en sommeil, dormant, dans le système nerveux central. Donc déjà, on voit que la situation est un peu plus complexe. Et la plupart d'entre nous ne développeront jamais de boutons de fièvre. Par contre, on porte tous ce virus en nous. Premier niveau de complexité. Deuxième niveau de complexité, un même virus peut provoquer différentes pathologies. Ça, c'est un point extrêmement intéressant. Et pour en parler, je vais prendre le cas du virus EBV, Epstein-Barr virus. C'est un virus aussi de la famille de l'herpès. Ce virus est un virus qui est aussi présent parmi nous tous, 80 à 90% des gens le portent, et on l'attrape généralement à l'adolescence, et ce qui conduit généralement à une petite pathologie qu'on appelle mononucléose infectieuse, la maladie du baiser, qui, grosso modo, n'est pas extrêmement grave, quelquefois peut se compliquer, mais généralement, c'est pas très grave. Ça, c'est en Europe. En Afrique et en Asie, c'est totalement différent. En Afrique, c'est associé à un cancer extrêmement grave, le lymphome, et en Asie, à un carcinome. Donc le même virus peut conduire à différentes pathologies, de la plus bénigne à la plus grave, selon le contexte et selon l'individu. Ça nous amène à dire que nous ne sommes pas tous égaux devant les virus. On a une susceptibilité différente vis-à-vis des virus, qui va dépendre de notre propre patrimoine génétique, de notre propre historique, notre histoire, et du coup on a aussi un paramètre qui est très particulier, l'environnement. On l'a vu pour le virus EBV, l'environnement est extrêmement important, en particulier l'alimentation, et donc le virus est juste un des éléments qui va conduire à la pathologie, mais pas le seul. Ça, c'est un second niveau de complexité. D'ailleurs, Claude Bernard le disait très bien, le microbe n'est rien, le milieu est tout. Et ça, c'est un point qu'il faut garder à l'idée. Le virus est un des éléments qui va conduire à la pathologie et pas nécessairement le seul. Donc, pour mieux comprendre le monde des virus, il faut se plonger dans l'histoire des virus et l'histoire de la virologie. D'abord, le mot virus. Virus veut dire poison. C'est un mot latin qui a été employé pour décrire la puanteur qui se dégageait des marées. Et ça, c'est une image qu'il est très difficile d'ôter à ces entités biologiques. Les premières, on va dire, discussions que j'ai eues autour de ces entités biologiques, enfants, adolescents, effectivement, ce mot virus était déjà connoté très fortement négativement. Et donc, il est très difficile de s'en dépatouiller et de s'en dépêtrer. Comment est née cette virologie ? On peut la faire naître dans les années 1900, comme on peut tout à fait la faire naître beaucoup plus tôt. Autour des années 1500, donc à la sortie du Moyen-Âge, on avait désacralisé la Terre. Et on ouvrait nos horizons vers des horizons lointains grâce à Copernic et Galilée. Copernic a avancé l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, confirmé par Galilée, et puis Galilée a mis au point des lunettes astronomiques qui montraient que l'univers était beaucoup plus vaste que ce que l'on croyait. L'univers ne s'arrêtait pas au ciel et pouvait continuer, donc on voyait des étoiles, on pouvait éventuellement voir des planètes. Donc on était dans une autre échelle géographique, l'infiniment grand. Ça, c'est l'image, une représentation d'un marchand de drapier hollandais, Anton van Leeuwenhoek, qui s'intéressait au tissu. C'était un marchand de drapier hollandais et qui faisait commerce de tissus. Et pour gagner un peu plus d'argent, il s'intéressait à des outils qui permettaient de voir le maillage des tissus qu'il pouvait acheter ou vendre. Et l'un des outils qu'il a mis au point pour voir ce maillage était un microscope très particulier.
Il est là. Ce microscope, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a inventé. Il a ici, c'est un tout petit microscope portatif qui lui permettait d'aller sur les marchés et de voir la qualité des tissus. Il pouvait mettre l'échantillon ici, sur ce portoir d'échantillon. Il regardait à travers une lentille face à une bougie et il permettait ainsi de voir le maillage des tissus. Et grâce à cet outil qu'il transportait avec lui et qu'il avait avec lui à chaque fois qu'il voulait acheter du tissu, il pouvait acheter du bon tissu et il a fait fortune avec ça. Et lorsqu'on fait fortune, en général, on a un peu plus de temps libre. Et pendant ces temps libres, il a utilisé cet outil pour voir ce qui se passait ailleurs que sur ses draps et sur ses tissus. Et la première chose qu'il a regardée, c'était sa salive. Et voici un dessin qu'il a lui-même confectionné pour représenter ce qu'il pouvait voir dans sa salive. Et pour la première fois, ce marchand drapier qui n'était pas du tout biologiste, qui n'avait pas du tout d'éducation scientifique, a pu décrire l'infiniment petit. Donc on est dans les années 1500-1600, et dans ces années, on a accepté l'idée que l'infiniment grand pouvait exister, et grâce à ce marchand drapier, que l'infiniment petit pouvait exister. Donc en regardant sa salive, il a décrit des entités qu'il voyait, qu'il croyait voir dans sa salive. Il appelait ces entités des animalcules. C'était assez particulier et donc personne ne le croyait, mais il les voyait. Et petite anecdote, il avait l'habitude de boire son thé très chaud le matin, très tôt le matin et très chaud. Et il regardait en se levant à chaque fois sa salive, il s'amusait à regarder un peu ces bestioles qui bougeaient dans sa salive. Et un jour, il a oublié de regarder ces bestioles en se levant et il ne les a regardées qu'après avoir bu son café très chaud ou son thé très chaud. Et là, grande surprise, toutes ces bestioles qu'il voyait bouger dans sa salive ne bougeaient plus ou étaient totalement mortes. Il avait découvert la façon de rendre stérile une solution par la chaleur. Et ça, c'est vraiment, on va dire, un dénominateur commun des grandes découvertes. On les fait là où on ne s'attend pas du tout. Et ce marchand drapier a été extrêmement important pour la microbiologie. D'ailleurs, la microbiologie, donc la biologie à l'échelle microscopique, il est considéré comme le père de la microbiologie. Un autre liquide qu'il aimait regarder de manière assez particulière, c'était son sperme. Et voici ce qu'il a décidé lorsqu'il regardait son sperme. Il voyait des entités bouger et il a représenté cette entité très particulière où à l'intérieur on voit un corps recroquevillé à l'intérieur du spermatozoïde. Il faut dire qu'à l'époque on ne savait pas comment avait lieu la fécondation. Donc il y avait plusieurs courants de pensée. L'un de ces courants de pensée était de dire que la mère, la femme, était une nourrice. Elle apportait tous les nutriments nécessaires pour que le spermatozoïde dans lequel se trouvait l'ensemble de l'organisme, mais à une échelle toute petite, pouvait se développer. Donc la mère n'apportait que la nourriture à ce petit être qui se développait. Donc lui, en regardant à travers son microscope, il pouvait deviner, et donc c'est ce que vous voyez sur ce dessin, la totalité de l'être humain présent dans ce spermatozoïde. Bien évidemment, ça n'a pas perduré et cette théorie n'a pas tenu face à l'expérimentation. Et on sait aujourd'hui que la fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule chez la femme. Donc, ce marchand drapier, père de la microbiologie. D'autres figures extrêmement importantes pour la naissance de la virologie. Edward Jenner, médecin et naturaliste anglais, lui a mis au point la première vaccination. Comment ? Il s'est aperçu, en regardant autour de lui, que les personnes, les paysans qui s'occupaient de bétail, et dans ce bétail, lorsqu'il y avait une vache souffrant de vaccine, qui était une maladie assez proche de la variole chez l'homme, causée par un virus, à l'époque on ne savait pas que les virus existaient, donc causée par un agent assez proche de celui de la variole chez l'homme, eh bien, les paysans qui s'occupaient de ces bêtes étaient résistants à la variole. Il s'est dit, c'est une observation extrêmement intéressante, pouvons-nous en avoir une approche scientifique et non plus empirique? Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis au point une approche vaccinale en prenant des pustules des vaches infectées souffrant de vaccine et en injectant ces pustules chez des enfants et des adultes
pour voir si ces personnes pouvaient être résistantes à la variole. Et ça a été le cas. Donc c'est la première approche vaccinale obtenue par un naturaliste et biologiste anglais, Edward Jenner. Un étudiant ukrainien arrive dans les années 1900, Dimitri Ivanovski. Cet étudiant ukrainien s'intéresse à une maladie du tabac, une maladie qui se transmet sur les plants de tabac en Ukraine, qui a de lourdes conséquences économiques. Et cet étudiant ukrainien se dit « je vais étudier l'agent responsable de cette pathologie chez le végétal ». On connaissait à cette époque les bactéries. Les bactériologistes étaient tout puissants. Ils avaient mis au point des techniques pour pouvoir les découvrir, pour pouvoir les analyser, les mettre en culture, les faire pousser. Les virus n'étaient pas encore connus. Donc lui étudie cette maladie et met au point un test pour purifier l'agent pathogène et l'agent transmissible de cette maladie. À l'époque, il y avait des filtres de porcelaine qui permettaient de retenir les bactéries responsables de maladies. Donc il a fait passer un jus de plante infectée à travers ces filtres. Normalement, toute bactérie devait être retenue par ces filtres et donc le jus qui sortait de ces filtres ne pouvait plus conduire à l'apparition d'une maladie chez une plante saine. Or, lorsqu'on prenait le jus de plante passant par ces filtres et qu'on le mettait sur des plantes saines, apparaissait la maladie. Donc c'était soit une bactérie toute petite qui pouvait passer ces filtres, soit quelque chose de nouveau. Il s'est arrêté là. À l'époque, Pasteur était là. Pasteur a révolutionné également la microbiologie en démontrant que la génération spontanée n'existait pas. Et il s'est occupé à la fois de fermentation et à la fois d'une maladie qu'on appelle la rage. La rage, on sait aujourd'hui qu'elle est due à un virus. Pasteur ne voulait pas accepter l'idée qu'une nouvelle entité biologique pouvait exister. Et il associait la rage non pas à cette entité biologique nouvelle, qui était un virus, mais potentiellement à un agent infectieux de type bactérien tout petit qui traversait les filtres. Donc Pasteur n'était pas d'accord avec cette idée nouvelle de virus qui pouvait émerger dans une partie infime de la communauté scientifique. Un chercheur hollandais, encore un Hollandais, on a vu tout à l'heure le marchand drapier, on voit un autre chercheur hollandais, extrêmement irascible, colérique, agressif. Les gens n'aimaient pas travailler avec lui. Il était seul, isolé. La caricature du savant qui travaille seul. Là, il n'a pas sa barbe, mais en général, les savants qui travaillent seuls, les caractériels ont une barbe et tout isolé et nerveux. Lui, il n'était pas comme ça. Il était toujours en costard, mais par contre, il travaillait seul. Il a repris les travaux d'Ivanovski et il est allé beaucoup plus loin. Il s'est dit, ça ne peut pas être une bactérie toute petite et ça ne peut pas être une toxine parce qu'on savait que certaines bactéries pouvaient sécréter des toxines. Il a dit non, ce n'est pas une toxine, c'est une nouvelle entité biologique, un nouvel agent biologique. Et là, c'est totalement révolutionnaire. Personne ne pouvait le croire. Non, il n'y a pas d'entité biologique nouvelle. C'est pas possible d'avoir une entité biologique nouvelle. C'est qu'il y a encore quelqu'un qui veut se faire connaître de la communauté scientifique en évoquant de fausses rumeurs, de fausses hypothèses. Mais il avait raison. Il venait de découvrir avec Ivanovski le premier virus, le virus de la mosaïque du tabac qu'on appelle TMV, Tobacco Mosaic Virus. Et il tenait à cette découverte. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, on ne pouvait pas les voir. On n'avait pas la microscopie électronique. C'est le seul outil qui permet de voir ces virus qui sont au niveau du nanomètre, du nanomonde. Et il a fallu attendre les années 30 pour que notre individu, notre scientifique, mette au point avec son frère la microscopie électronique pour pouvoir enfin les visualiser. Donc il a fallu attendre quasiment 30 ans pour que ce concept, qui était un concept virtuel, devienne une réalité visuelle grâce à la microscopie électronique. Alors aujourd'hui, 2010, que sait-on des virus? On sait que ces virus existent depuis toujours. Vous le verrez avec Patrick Forter à la fin de ce cycle, les virus sont aussi vieux que la vie sur notre planète. Notre planète a environ 4,5 milliards d'années, la vie 4 milliards d'années. On pense que les virus sont apparus en même temps que la vie, donc quel est le rôle des virus dans l'apparition de la vie? Vous le verrez avec Patrick Forter. Vous voyez ici une stèle égyptienne où on voit que cet Égyptien souffre de poliomyélite. Les virus ont partagé la vie de l'homme et la vie de toute entité biologique et toute entité vivante de notre planète depuis l'origine. Les virus sont là depuis l'origine. Qu'est-ce qu'un virus? Lorsque je suis arrivé pour la première fois dans un laboratoire en 90 à Paris,
je me suis posé la question de qu'est-ce qu'un virus. Alors là, j'ai cherché dans pas mal de bouquins et je peux vous assurer qu'on trouve pas mal de définitions autour du terme virus. Et j'ai pris cette citation de Saint-Augustin dans les Confessions pour vous dire à quel point je suis, on va dire, dubitatif face à cette question qu'est-ce qu'un virus. Lorsqu'on posait la question, et je vous invite à lire cette phrase, qu'est-ce donc le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne sais plus. La définition de virus est une définition dynamique. Toute définition du vivant est une définition dynamique. Le propre du vivant, c'est le dynamisme qui lui est associé. La rigidité n'existe pas dans le vivant. Tout est en perpétuel dynamisme et en perpétuelle évolution. La définition du virus l'est également, on le verra tout à l'heure. Ce qu'on sait aujourd'hui, mars 2010, c'est que c'est une entité invisible à l'œil nu. On ne peut pas les voir. Ça, c'est une évidence aujourd'hui. Tous les virus qu'on connaît sont à une échelle du nanomètre, du nanomonde. On entend beaucoup parler de nanotechnologie, de nanomonde, de nanomètre. Eh bien, les virus sont à cette échelle. Le nano, c'est 10-9 mètres, c'est tout petit. Vous avez ici une échelle où on voit l'atome jusqu'aux cheveux et jusqu'au millimètre. Ben, les virus sont là, réellement à l'échelle de entre 10, 100, voire 200 ou 300 nanomètres. C'est tout petit, vraiment tout petit. Il y a même certaines personnes aujourd'hui qui pensent qu'on peut utiliser les virus pour créer des nano-objets. Comme des bactéries, mais comme des batteries, pour stocker l'énergie à l'échelle du nanomètre. Donc c'est tout petit, ça on le sait. On sait aussi que ce n'est pas une bactérie. Ça, on entend depuis quelques années à la télé avec des pubs pour limiter l'utilisation des antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Eh ben oui, parce que les virus sont insensibles aux antibiotiques. Ça, c'est un point extrêmement important, ce ne sont pas des bactéries. Et puis, on sait aussi que c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour qu'un virus puisse se multiplier, il a besoin d'un réceptacle, il a besoin de machinerie, il a besoin de cellules dans lesquelles il va pénétrer pour détourner une à une toutes les machineries de la cellule et pour se multiplier en des milliers, voire des millions d'exemplaires. Donc c'est un parasite intracellulaire obligatoire. Ça, c'est aussi une des caractéristiques du virus. Entrons un peu plus dans les détails. Vous savez qu'on est constitué de cellules et que dans ces cellules, on a des chromosomes et que ces chromosomes sont constitués en grande partie d'ADN. Notre patrimoine génétique est un patrimoine génétique à ADN. Comme toutes les entités vivantes sur notre planète, elles portent toutes un patrimoine génétique à ADN sur lequel on peut trouver nos gènes. Eh bien, un virus, c'est pareil. Il y a un patrimoine génétique, mais ce patrimoine génétique, au lieu d'être un ADN, il peut aussi être un ARN. C'est une formule assez hermétique pour ceux qui ne font pas de biologie, mais il faut juste garder à l'esprit que c'est du même ordre que l'acide nucléique ADN, l'acide déoxyribonucléique, et que ce patrimoine génétique est présent dans toute entité virale. Et ce patrimoine génétique est protégé par une coque protéique. Cette coque protéique est extrêmement spécifique du monde viral. On appelle cette coque protéique la capside. Vous avez ici l'une des premières diapos que je vous ai montrées tout à l'heure, représentant en microscopie électronique le virus du sida, et on voit une organisation très particulière, on voit que c'est plus ou moins sphérique, et à l'intérieur on voit quelque chose qui est dense, qui est noir, et c'est ça la capside. C'est ce qui protège. À l'intérieur, on va voir le patrimoine génétique du virus, et ce patrimoine génétique du virus est protégé par une coque, par un bouclier qui protège ce patrimoine génétique. Et ça, c'est une structure très particulière du monde viral. Et puis, il y a un point qui est essentiel. Ici, on est combien? On peut être une soixantaine ou 80, je ne sais pas. On est une communauté d'êtres humains. L'être humain isolé n'existe pas. On est 7 milliards, 6 ou 7 milliards, donc on est une communauté. Toute espèce animale, végétale, est une espèce communautaire. L'individualité existe, mais au sein d'une communauté. C'est pareil pour les virus. Le virus isolé n'existe pas. Comme pour les bactéries,
chaque virus ou chaque bactérie vit en communauté. Ici, lorsque vous regardez, il y a une dizaine ou une vingtaine de virus. Ces virus vivent en communauté. L'image qu'on peut se donner d'un virus isolé, ça n'existe pas. Les virus marchent toujours ou fonctionnent toujours en milliers d'exemplaires côte à côte, voire en millions d'exemplaires. Comme nous, on est toujours associé à des personnes, on ne vit jamais seul. C'est pareil, ça vit en communauté. On a ici quelques exemples de structures de virus. On voit que c'est extrêmement hétérogène. On peut avoir différents types de virus, différentes tailles, différents... vous voyez ici qu'il y a des virus qui ressemblent à des balles, des virus qui ressemblent à des fusées, à des bâtons, à des ficelles. On a vraiment tout. Il y a une hétérogénéité extrêmement forte, extrêmement grande dans le monde des virus. Donc quand on dit un virus... C'est une expression qui est utilisée, qui est simpliste, mais qui n'est pas la réalité, le reflet de la réalité. Il y a des virus, et puis il y a des communautés virales. Donc on parle aujourd'hui d'écologie virale, beaucoup plus de biologie d'un virus. C'est l'écologie virale qui est aujourd'hui la force de cette discipline qui est la virologie. Et puis 2003, un nouveau tournant dans la virologie. On s'aperçoit et on découvre qu'il existe des virus de virus. Mais pour ça, 2008, pour ça, il fallait trouver un virus assez grand pour pouvoir accueillir un nouveau virus. Et une équipe marseillaise, en 2003, a découvert ce virus qui est géant, vraiment géant. Par rapport à la taille des virus qui sont entre 10 et 100 nanomètres, ce virus géant fait 400 nanomètres. 400 nanomètres, c'est beaucoup plus gros que les plus petites bactéries. Donc on voit que le monde et la définition des virus évoluent. 2003, un virus géant. 1262 gènes, c'est énorme. Et lorsqu'on compare ça par rapport aux bactéries, les bactéries connues et qu'on a caractérisées, c'est entre 700 et 5000 gènes. Donc on voit que ces virus géants peuvent être beaucoup plus gros que les bactéries. Et je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir ces virus géants, on conduit les chercheurs à voir si, bien évidemment, il pouvait exister des virus qui pourraient infecter ces virus géants. Des plus petits virus qui infectent des virus géants. Et c'est le cas, donc 2008, un nouveau virus qui infecte le virus géant. Là, je vais faire une petite parenthèse. L'une des questions qui est posée par une grande partie des virologistes, c'est de savoir si on case les virus dans les entités vivantes ou pas. Vous savez que depuis toujours, l'homme a souhaité classer toutes les entités vivantes qu'il a répertoriées et qu'il a trouvées sur la surface de la planète. Donc aujourd'hui, on sait très très bien classer les bactéries, les végétaux, les animaux, ça c'est très bien, mais où mettons les virus ? C'était vraiment une grande question et qui est toujours posée à l'heure actuelle. On verra tout à l'heure si on a quelques éléments de réponse. Mais là, c'était une très grosse question. Et l'une des réponses à cette question, ça a été de dire ces virus, ils ne sont pas vivants puisqu'ils sont inertes. Ils ne sont vivants que lorsqu'ils sont dans une cellule et qu'ils expriment toute leur potentialité. Ah oui, ça c'est une possible définition. Et si le contexte dans lequel ils expriment leur potentialité n'est plus une cellule, mais un virus, comme c'est le cas ici, vous voyez un virus géant ici, hein, ça c'est le virus géant qu'on a vu tout à l'heure, et à l'intérieur, ces petits virus, ce sont les virus qui infectent ce virus géant. Donc si le contexte qui permet l'expression des potentialités de ce petit virus est ce virus géant, peut-on considérer ce virus géant comme une entité vivante ? Donc ça, c'est une question qui est posée et qui est extrêmement intéressante, c'est de savoir si oui ou non les virus sont vivants. Et j'espère qu'à la fin du topo, on pourra avoir quelques éclaircissements sur ça. Donc je vous disais tout à l'heure que les hommes, et les scientifiques en particulier, ont classé toutes les entités vivantes de notre planète. Et ils les ont classées avec une approche scientifique extrêmement particulière, mais efficace, qui permet de classer toutes les entités vivantes sur notre planète en 3 grandes catégories. Les bactéries, vous connaissez tous les bactéries, les eucaryotes, nous par exemple on est un eucaryote, on est des organismes eucaryotes. Eucaryote ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils portent dans chaque cellule une structure particulière qu'on appelle le noyau qui protège
le patrimoine génétique, notre ADN. Donc nous sommes des eucaryotes. Et puis il y a une troisième classe qui a été découverte dans les années 70, qu'on appelle des archées, qui ressemblent morphologiquement à des bactéries, mais qui sont beaucoup plus proches en termes de rapprochement au niveau ADN, ou ressemblance au niveau ADN, des eucaryotes. Donc toute entité vivante sur notre planète est placée dans une de ces trois catégories à chaque fois qu'elle est découverte. Et lorsqu'on regarde où placer les virus, on s'aperçoit que les virus sont partout. Ils sont à la fois chez les bactéries, chez les eucaryotes, chez les archées. On retrouve les virus dans tous les biotopes, chez tous les êtres vivants. Il n'y a aucune entité vivante sur notre planète qui ne soit pas infectée par des virus. Les virus, si on pouvait les placer ici, ben on les mettrait partout, réellement partout. Et si on représentait ces entités vivantes sous la forme d'un arbre, on pourrait imager les virus comme la sève qui est présente dans toutes les parties de cet arbre. Et l'ensemble de ces virus est appelé la virosphère. Vous connaissez tous ce terme, enfin le terme employé à chaque fois maintenant qu'on veut parler de quelque chose de global, d'holistique, c'est le terme sphère. Et donc du coup, les scientifiques ont évoqué cette entité, l'ensemble des virus présents sur notre planète sous le terme de virosphère. Un scientifique pasteurien, il y a plusieurs années, il y a une soixantaine d'années, a essayé également de définir ce que pouvaient être des virus. Donc comme on l'a vu ici sur cette diapositive, ces virus sont partout. Ils diffusent dans tous les êtres vivants de notre planète. Et donc ce scientifique, qu'on appelle Pierre Lépine, évoquait ces virus comme étant des gènes en maraude, des gènes qui se transmettent, qui naviguent entre les organismes, qui naviguent entre les espèces. C'est une des définitions du virus. C'est une information qui réellement se déplace d'entité en entité biologique sur notre planète. Il y a 3 points qu'il faut avoir à l'esprit. Le premier, c'est le dernier. Et après, je remonterai. On a, nous, une temporalité. Lorsqu'on parle de temps, on est obligé de se mettre dans un cadre conceptuel qui est le temps d'une vie. Il est difficile de s'en extirper pour avoir une vision beaucoup plus large et une temporalité qui soit à l'échelle des temps géologiques. Les scientifiques qui s'occupent de ces disciplines peuvent le faire parce que c'est leur travail et puis ils sont habitués à le faire. Nous, dans la vie de tous les jours, notre temporalité, c'est la vie, notre vie. C'est une vie d'homme, une vie de femme. Donc c'est court. Pour évoquer une définition du vivant, il faut casser cette temporalité. Une définition des virus, pardon, il faut casser cette temporalité et se mettre sur une autre échelle de temps. Pour vous donner un exemple, nous, on vit 70 à 100 ans, quand tout va bien. Un virus, on ne peut pas évoquer la notion de mort pour un virus. Le virus se multiplie ou se multiplie pas. Mais il ne peut pas mourir. Il peut mourir si on le tue avec une drogue antivirale qu'on empêche de se multiplier ou si on l'écrase par un mouvement mécanique très particulier à l'échelle du nanomonde. Mais un virus ne meurt pas, il se multiplie. Donc c'est une temporalité différente. Et un virus est issu d'une lignée virale qui date de milliers, voire de millions d'années. Donc c'est une temporalité différente. Et puis, c'est une géographie différente. Si on prend comme image une balle de 10 cm de diamètre, comme pouvant représenter un virus, le corps humain aurait comme taille un pays comme 2 fois la France. Ce qui veut dire que lorsqu'un virus pénètre dans un organisme tel que le nôtre, il ne voit pas ce qu'on est nous. Lui, il voit des milliers, voire des millions de cellules, et il doit se dépatouiller dedans. Donc on est sur une autre à la fois temporalité et géographie. Et puis, on est aussi, quand je parle de temporalité, sur l'idée qu'un virus peut se transmettre de génération en génération. Alors que nous, on a une vie finie, à un moment donné, ces virus continuent à vivre leur vie. Et lorsqu'on n'est plus là, les virus peuvent se transmettre de manière verticale, via les gamètes, via nos spermatozoïdes ou via nos ovules. Et ça, je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai de virus présents dans notre patrimoine génétique.
Donc, tout ça pour garder en tête que nos repères, à la fois temporels et géographiques, ne sont pas du tout les mêmes et qu'on a tendance, nous, à avoir une approche anthropomorphique de la définition du virus, alors qu'il faut s'en dépatouiller, s'en éloigner pour pouvoir comprendre ce que peut être un virus. Un petit schéma explicatif de ce qui peut se passer lorsqu'un virus rencontre une cellule et un organisme. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que le virus peut ne pas pénétrer dans la cellule ou l'organisme. Par exemple, nous, lorsqu'on rencontre un virus de plante, eh ben, on n'est pas infecté. Le virus ne pénètre pas en nous. Il n'entre pas. Deuxième possibilité, il peut rentrer, mais il ne se multiplie pas. Le contexte n'est pas favorable à sa multiplication. Donc il reste comme ça. Il peut être soit éliminé par la cellule ou l'organisme, système immunitaire qui le détruit et qui le fait évacuer de l'organisme, soit il persiste quelque temps jusqu'à ce que le contexte soit favorable pour qu'il se multiplie. Troisième possibilité, il entre, il se multiplie. Et là, deux options possibles, soit il tue la cellule, soit il ne la tue pas. Et donc, dans ce cas de figure, on peut tout à fait imaginer que quand il se multiplie, soit il y a pathologie, soit il n'y a pas pathologie. Et puis il y a une autre possibilité que je vais évoquer ici. Il peut rentrer, il peut se multiplier et redevenir dormant, silencieux, comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au virus de l'herpès buccal. Ça, c'est un schéma que j'ai voulu mettre parce qu'il est extrêmement intéressant. À votre avis, c'est quoi? La première fois que j'ai vu ce schéma, je me suis dit que ça pouvait être un tableau extrêmement intéressant. C'est voilà. Une autre option, ça peut être quoi? Des neurones, un réseau de neurones. Troisième option, et la réalité? Oui, un réseau de virus, non. En fait, c'est un réseau Internet d'une petite ville belge. Mais pour moi, c'est réellement le reflet, enfin pas pour moi, pour les biologistes aujourd'hui, on sait que ça, c'est toutes les connexions, enfin, c'est le reflet d'une partie des connexions qui peuvent exister entre les constituants d'une cellule, voire d'un organisme. À différentes échelles, on a un réseau de communication, d'informations qui s'échangent, des interactions qui ont lieu entre les différents constituants d'un organisme. Et ça, là, c'est une image figée, mais imaginez ça en constante évolution et avec un dynamisme extrêmement fort. Tout ça est en interaction, tout ça discute, tout ça interagit et tout ça évolue. C'est un réel dynamisme. Et lorsqu'un virus pénètre dans une cellule ou un organisme où il existe préalablement ce discours complexe, dynamique entre les constituants, eh ben, soit le virus intègre ce discours, il intègre de manière harmonieuse ce discours, soit il perturbe tout le discours de la cellule et de l'organisme. Lorsqu'il perturbe ce discours, la pathologie peut arriver. Lorsqu'il s'intègre dans un discours pareil et qu'il passe inaperçu dans un discours et que ce discours l'intègre pour avoir un nouveau discours équilibré, pas de pathologie. Donc on a vu que les virus et nos relations avec eux sont complexes. Un autre volet que je souhaite aborder, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la biologie moléculaire, on évoquera aussi tout à l'heure, et la biologie en général, manipule le vivant. On en parle avec les OGM, on en parle avec beaucoup de faits importants d'actualité. Pourquoi ne pas imaginer utiliser des virus comme outil thérapeutique? Et je veux évoquer 3 applications possibles. D'abord un peu d'histoire, parce qu'il faut connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. 1953, 2 chercheurs, grâce aux travaux préalables, parce que ça ne sort pas comme ça de nulle part, il y a un terreau qui a permis cette découverte. Ces 2 chercheurs découvrent la structure en hélice de l'ADN, Watson et Crick. Watson est toujours parmi nous, Crick est disparu en 2004. Cette structure en hélice est extrêmement importante et ils découvrent en même temps comment cette structure en hélice se multiplie pour donner naissance à 2 molécules d'ADN. Grâce à l'arrivée des physiciens en biologie, c'était dans les années 50-60, 40-50-60,
Ces physiciens ont révolutionné notre façon de voir le vivant et ont donné naissance à une discipline toute particulière de la biologie qu'on appelle la biologie moléculaire et des outils qui lui sont associés qu'on appelle les techniques de génie génétique. C'est quoi le fondement de tout ça? Donc après avoir découvert cet ADN, l'une des idées maîtresses qui est apparue très rapidement, c'était de dire, voilà, ce qui définit toute entité vivante sur notre planète, c'est la présence d'ADN au cœur même de nos cellules, au cœur de toutes les cellules de cette planète. Le dénominateur commun de tout ça, c'est l'ADN. Et donc, les personnes qui ont découvert cet ADN et les biologistes moléculaires qui ont été les pionniers de cette discipline ont cru percer le secret de la vie. D'ailleurs, lorsque vous lisez ce livre, ADN, le secret de la vie, on voit un extrait ici, James Watson qui évoque ce point. Nous pouvions désormais rivaliser avec Dieu en manipulant les soubassements moléculaires du vivant. Donc l'idée, c'était de pouvoir manipuler le vivant, ce dénominateur commun présent dans toutes les cellules. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus complexe que ça, mais à l'époque, ce n'était pas aussi complexe. Donc on pensait réellement manipuler tout ça. Donc la biologie moléculaire et les biologistes qui leur sont associés ont mis en place un dogme central, un paradigme central qui a permis de structurer cette discipline. Ce paradigme, vous l'avez ici. Toute entité vivante possède un patrimoine génétique constitué d'ADN. Cet ADN est constitué de gènes. Ces gènes permettent la synthèse de protéines et ce sont ces protéines qui permettent aux cellules d'assurer leur fonction. C'est vraiment le dogme central de cette discipline nouvelle. Donc du coup, si un gène comporte une erreur, la fonction ne peut plus être assurée et la maladie peut apparaître. C'est la maladie génétique classique, une mutation, une erreur sur un gène peut conduire à l'absence d'une fonction ou à la dérive d'une fonction et à l'apparition d'une pathologie. La question qui a émergé aussitôt, c'était de dire, est-il possible d'apporter la copie intacte de ce gène dans les cellules défectueuses pour corriger le défaut génétique et retrouver la fonction perdue? Corriger, grâce à des techniques de biologie moléculaire et de génie génétique, ce défaut génétique et rectifier, corriger ce défaut. Ça, c'est le principe même de la thérapie génique. Corriger le défaut génétique qui va conduire à la pathologie. Lorsqu'on le connaît, bien évidemment. Deuxième question qui a émergé, mais ne pourrait-on pas utiliser des virus qui font très bien cela pour leur propre patrimoine génétique? On savait dans les années 50 ce qu'était un virus, on avait pu les voir dès les années 30 grâce au microscope électronique, et on savait pertinemment que l'un des avantages de ces virus, c'était de transporter leur propre matériel génétique dans les organismes, défiant le système immunitaire, défiant toutes les barrières physiques pour apporter à bon port le matériel génétique dans les cellules qui vont être infectées par ces virus. Et le premier qui en a eu l'idée, c'est Paul Berg. Paul Berg, qui a eu le prix Nobel en 80 pour ça, lui, il s'est dit, pourquoi ne pas utiliser des virus? Et ça, c'était une idée à la fois géniale et à la fois, on va dire, hétérodoxe. Les gens en avaient très très peur, parce que si on pouvait manipuler le vivant, on pouvait conduire à l'apparition de monstruosités, de choses qui n'existaient pas dans la nature. Donc ces chercheurs, dans les années 70, ont organisé un congrès à Asilomar, une ville aux États-Unis. On appelait ce congrès le congrès de la boîte de Pandore. 150 chercheurs qui se sont réunis dans les années 70 pour dire oui ou non pour continuer notre développement du génie génétique et de manipuler l'ADN. Au bout de 3 jours, tout le monde s'est accordé pour dire oui, on y va. Et là, vraiment, c'était un point déterminant. La croisée des chemins pour les biologistes moléculaires, c'était de dire si il fallait mettre un moratoire ou pas. Ça n'a pas été le cas. Et donc, les techniques se sont développées pour arriver aujourd'hui à tout ce qu'on connaît par rapport au génie génétique. Donc, le virus dit thérapeutique doit relever 4 défis. Le premier, c'est de pouvoir incorporer le gène médicament qui va corriger le défaut génétique de la cellule qu'on veut cibler. Le deuxième, c'est de protéger le gène médicament pour éviter qu'il ne soit dégradé au cours de l'approche thérapeutique. Le troisième, c'est de le transporter comme il pourrait le faire pour son propre patrimoine génétique. Et, si possible,
que ce virus n'ait pas d'effet adverse et ne conduise pas à la maladie. Donc il faut savoir repérer dans ce virus ce qui peut conduire à la maladie, couper par des approches de génie génétique tout ce qui va conduire à la maladie et mettre à la place de ces composants pathologiques pour l'homme le gène médicament qui va corriger le défaut génétique. Finalement, c'est quoi ce virus thérapeutique? C'est un cheval de Troie dans lequel on va mettre le gène médicament. Ce cheval de Troie va passer la barrière du système immunitaire, va passer des barrières physiques du corps, de la cellule, pour amener à bon port le gène thérapeutique et corriger le défaut génétique. Plusieurs virus ont été développés pour répondre à cet objectif. Vous avez ici 3 de ces virus, des rétrovirus, des adénovirus et des parvovirus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les 3 sont réellement étudiés en ce moment et depuis plusieurs années dans les laboratoires pour en découler des chevaux de Troie qui vont transporter les gènes médicaments pour corriger le défaut génétique. Donc vous voyez que Paul Bert et les biologistes ont évoqué ces idées dans les années 60, prix Nobel en 80, donc il faut du temps pour avoir un prix Nobel, une vingtaine d'années. Et entre les années 60 et le premier succès réel de thérapie génique, 2000, 40 ans. Donc 40 ans de mise au point pour aboutir finalement au premier succès de thérapie génique en 2000 grâce à l'utilisation d'un virus de souris qui va corriger un défaut génétique, celui porté par les bébés bulles. Vous avez tous entendu parler de cette approche de thérapie génique par l'équipe du professeur Fischer à l'hôpital Necker à Paris. C'était un premier réel succès de thérapie génique 40 ans après l'idée initiale des chercheurs. Donc vous voyez que ça met beaucoup de temps entre l'hypothèse, l'idée et la mise en pratique et éventuellement le succès tel que ça a été le cas ici. Un nouveau succès en 2009 pour une autre pathologie, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je vais vous mettre un petit extrait d'un film qu'on a réalisé en 2006. Anne Grange vous en a parlé tout à l'heure. Et je vais essayer de le commenter très rapidement. Vous verrez que ça peut vous expliquer comment fonctionne cette thérapie génique. Donc là, comme toute approche imagée et schématique, c'est limitatif. Ce que vous voyez ici, donc c'est l'image d'un virus qui se déplace, qui gambade dans un organisme. C'est faux. C'est une image de l'esprit, c'est une image humanisée de ce que peut être un virus qui se déplace tranquillement. Si vous aviez la bande son, vous entendrez toc, toc, toc quand il bouge. C'est pas une réalité, c'est imagé. D'accord ? Donc là, c'est un virus qui s'approche d'une cellule cible, qui rencontre une porte d'entrée, qu'on appelle le récepteur. Cette porte d'entrée va permettre au virus de déposer dans la cellule son patrimoine génétique protégé par cette capside que vous voyez ici, qu'on a évoqué tout à l'heure. Le patrimoine génétique protégé par ce bouclier va rentrer dans le noyau, qui est le dépositaire de l'ADN. Vous voyez ici les chromosomes constitués d'ADN. Ce patrimoine génétique viral va se balader, entre guillemets, jusqu'à atteindre le chromosome et l'ADN. Et vous voyez que le patrimoine génétique, grâce à des outils viraux et de génie génétique, va pouvoir intégrer physiquement le patrimoine génétique de la cellule ciblée pour corriger le défaut génétique. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'approche de thérapie génique par l'équipe du professeur Fischer, où l'utilisation d'un virus de souris a permis l'intégration physique du gène correcteur dans le patrimoine génétique de ces enfants bulles. Mais bien évidemment, comme toute approche thérapeutique, il y a plusieurs limitations. Il y a eu quelques effets adverses, mais comme toute approche thérapeutique, il faut savoir peser les bénéfices et les risques. Aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, un autre succès en 2009, et on est encore dans les phases, on va dire, précoces de la thérapie génique, mais ça a marché. Donc ça, c'est un réel espoir pour toutes les approches de thérapie génique. Il faut aussi garder à l'esprit que trouver une approche de thérapie génique utilisant un virus nécessite également d'avoir des pathologies extrêmement identifiées, claires et dues à une seule mutation d'un gène que l'on doit corriger. Lorsqu'on s'attaque à des maladies où plusieurs gènes sont impliqués, ce n'est pas nécessairement la thérapie génique qui sera l'approche thérapeutique la plus judicieuse pour régler ces problèmes de pathologie multigénique. Deuxième exemple, la thérapie antibactérienne.
Et là, je veux parler de virus très particuliers qu'on appelle les bactériophages. Littéralement, phage, phagos, mangeur, bactéries, de bactéries. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, les virus sont partout, ils existent chez toutes les espèces vivantes sur notre planète, mais également donc, chez les bactéries. On sait aujourd'hui que les souches bactériennes deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Donc il y a plusieurs options possibles pour limiter ça. La première, on l'a dit tout à l'heure, c'est améliorer les pratiques. Les antibiotiques, c'est pas automatique. La seconde, c'est de trouver de nouvelles molécules antibiotiques pour limiter la prolifération des bactéries pathogènes. Et la troisième approche, c'est une approche, on va dire, nouvelle, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, vous allez voir. La découverte des bactériophages date de 1915 par deux personnes, un pasteurien, Félix Derel, et un militaire, Frédéric Twort, qui travaillaient sur des bactéries et qui ont trouvé et isolé pour la première fois des virus de bactéries. Et ça a été une révolution parce qu'on pensait que les bactéries n'étaient pas infectées par des virus. Or, leurs travaux ont permis de vérifier le contraire. Très tôt, Félix Derel a pensé utiliser ces bactériophages en médecine pour traiter des maladies bactériennes. Il n'a pas eu énormément d'écho en France, donc il part en Géorgie. Pourquoi en Géorgie? Parce qu'en Géorgie, il a pu avoir la possibilité, avec d'autres chercheurs géorgiens, de créer un institut dédié à la phagothérapie, la thérapie utilisant des phages pour lutter contre des pathologies bactériennes. Donc cet institut existe toujours, vous pouvez visiter le site internet de cet institut, phagetherapycenter.com. Il existe toujours, il traite toujours de manière assez rudimentaire, somme toute, des pathologies bactériennes, mais ça existe. Le problème, c'est que apparaissent dans les années 40 les antibiotiques, donc on arrête de développer cette approche bactériophage pour se focaliser sur les antibiotiques. Et on revient aujourd'hui à cette approche. Là, je vous ai mis juste un exemple très significatif de ce qui peut se produire aujourd'hui dans la littérature, où vous voyez qu'une infection d'un pseudomonas multirésistant a pu être traitée par l'utilisation de phages. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies et plusieurs laboratoires qui s'intéressent à cette nouvelle approche pour utiliser les bactériophages comme arme antibactérienne. Mais on est encore au tout début de l'utilisation de ces bactériophages. Troisième exemple, la lutte antitumorale. Et là, c'est un point qui est aussi à ses débuts, même si plusieurs laboratoires s'y intéressent depuis une dizaine d'années. Les virus oncolytiques. Que veut dire le terme oncolytique? Onkos, c'est le terme de cancer, en grec, pas cancer, mais prolifération incontrôlée, et lytique, qui tue, qui lise les cellules tumorales. Donc ça veut dire qu'il pourrait exister des virus qui ciblent préférentiellement les cellules tumorales et qui les détruisent. Trois grands types de virus sont étudiés actuellement dans les laboratoires. Les parvovirus, on a vu tout à l'heure que les parvovirus pouvaient être aussi utilisés pour la thérapie génique, les adénovirus également, et puis les réovirus. Comment fonctionne un virus oncolytique? Vous avez ici schématiquement deux types de cellules, les cellules non tumorales, la cellule tumorale. Aujourd'hui, on sait caractériser des virus qui, lorsqu'ils pénètrent dans une cellule non tumorale, ils sont éliminés, ils ne persistent pas. Par contre, lorsqu'ils pénètrent dans une cellule tumorale, ils se multiplient extraordinairement et détruisent la cellule. Aujourd'hui, ça, on sait le faire en laboratoire. Mais on est très très loin encore de l'approche clinique et de l'application thérapeutique. Mais en laboratoire, on sait le faire. Donc c'est une piste d'étude de nombreux laboratoires, et en particulier dans le laboratoire INSERM, qui est localisé à Heidelberg en Allemagne, qui étudie cette approche de virus oncolytique comme une approche complémentaire de tous les traitements que nous avons à l'heure actuelle en notre possession, comme la chimio, la chirurgie ou d'autres thérapies. Donc on a vu les trois applications. On va rentrer dans une histoire qui va terminer notre discussion aujourd'hui, qui est une histoire sur notre patrimoine génétique. On l'a beaucoup évoqué tout à l'heure, notre ADN présent dans chacune de nos cellules.
Et j'ai mis comme sous-titre « Une histoire de virus ». Pourquoi? Vous allez voir. Donc quand j'ai évoqué tout à l'heure la nouvelle discipline qu'est la biologie moléculaire dans les années 50-60, on s'est dit que l'ADN était la molécule clé de la vie et que pour comprendre ce qui faisait de nous des hommes, il fallait pouvoir séquencer et comprendre la totalité des phrases, des gènes portés par notre patrimoine génétique. Et ça, c'est le projet Hugo qui a démarré en 88, un projet de consortium international pour séquencer et décrypter la totalité de notre patrimoine génétique. Il a démarré dans les fin des années 80 pour aboutir dans les années 2000 à la publication de notre patrimoine génétique. Et pour vraiment, l'objectif initial, c'était à la fois de comprendre quels étaient les gènes présents dans notre patrimoine génétique, et du coup, le corollaire de ça, c'est de savoir qu'est-ce qui faisait de nous des hommes, des êtres humains. Et donc, en 2000, dans les deux grands journaux scientifiques paraissait la séquence de notre patrimoine génétique, le génome humain. Vous avez ici les principaux protagonistes de ce séquençage, Greg Venter et Collins. Une petite anecdote par rapport à ça. Greg Venter, à ce niveau, vous avez ici Clinton, entre Greg Venter et Collins. Greg Venter, au tout début, travaillait pour le gouvernement, pour les instituts de santé gouvernementaux. Et puis, très vite, il a reproché à sa direction le fait que ça n'allait pas assez vite. Ça n'allait réellement pas assez vite, qu'il voulait aller plus vite. Donc très rapidement, il s'est dissocié de sa direction et du gouvernement pour monter sa propre boîte compétitive du consortium international. Sa boîte, il l'appelait Scélérat, non pas parce que c'en était un, mais plutôt Scélérat de célérité, pour aller très vite. Et finalement, ils ont abouti, et le gouvernement, donc consortium international et sa boîte, à un résultat du séquençage du génome humain quasiment en même temps. Et c'est pour ça que les deux sont toujours représentés. Collins, qui représente le gouvernement américain et le consortium international, et Greg Venter, qui représente sa boîte. Plusieurs surprises. Donc, on a séquencé le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Bien évidemment, le séquençage ne nous dit pas ce qui fait de nous des hommes, en tout cas pas encore. On avait beaucoup moins de gènes que prévu. On pensait, avant le patrimoine génétique, avant le séquençage du patrimoine génétique, que nous avions en nous environ 100 000 gènes. On s'est aperçu qu'on en avait plutôt entre 25 000 et 30 000, donc beaucoup moins qu'initialement prévu. Et puis, grande surprise, la moitié de notre patrimoine génétique est constitué de séquences d'origine virale. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que 10% du patrimoine génétique est constitué de rétrovirus. Les rétrovirus, ce sont des virus très particuliers avec une structure génétique très particulière, et 10% de notre patrimoine génétique est constitué de ces rétrovirus. Donc, on a en nous, dans notre patrimoine génétique, des séquences virales. Des séquences virales qui ne sont pas apparues comme ça, spontanément, qui sont transmises de génération en génération depuis des milliers, voire des millions d'années. Aujourd'hui, on sait dater approximativement la présence et l'entrée, de ces génomes viraux dans notre patrimoine génétique. Et ces virus, ce patrimoine génétique viral en nous, est entré dans l'espèce, enfin dans nos ancêtres, il y a plus de 60 millions d'années. Donc on voit qu'aujourd'hui, notre patrimoine génétique est constitué à la fois de séquences qu'on pourrait appeler de séquences humaines, entre guillemets, et de séquences virales qui aujourd'hui sont considérées comme des séquences humaines et transmises de génération en génération, présentes dans notre patrimoine génétique. D'où la question des scientifiques: existe-t-il un rôle potentiel pour ces virus? J'aurais pas dû mettre virus, pour ces séquences virales présentes dans notre patrimoine génétique, parce que ce ne sont pas des virus à proprement parler, ce sont des séquences virales présentes dans notre patrimoine génétique. Ça, c'est une image que vous connaissez tous. On est tous issus de là, en tout cas dans cette salle. C'est un bébé, un fœtus, présent et protégé par le placenta. Et je voudrais juste rappeler quelques notions. Vous avez ici un petit schéma qui explique comment la fécondation a lieu dans la trompe chez la femme et comment l'œuf
issu de cette fécondation va migrer le long des trompes pour arriver aux alentours du 6e, 7e jour au niveau de l'utérus, ici, et s'ancrer dans l'endomètre du utérus au cours de cette étape qu'on appelle la nidation. Au cours de cette étape très particulière, il se passe un phénomène très particulier. Vous avez ici un grossissement de ce qui se passe. Vous avez l'embryon qui est là. L'embryon est protégé par toute une série de cellules qu'on appelle des trophoblastes. Vous avez l'utérus ici, la membrane de l'utérus. L'embryon, avec ces trophoblastes, va s'ancrer dans l'endomètre de l'utérus. Et à un moment très précis, au 6e, 7e jour, toutes ces cellules qui protègent l'embryon vont recevoir un signal très particulier qui va leur dire, chères cellules, fusionnez et faites en sorte de créer une seule et même cellule géante pour constituer le premier tissu placentaire, à l'origine du placenta qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a un signal qui a lieu de manière très particulière au 6e, 7e jour qui va provoquer la fusion de ces cellules trophoblastiques pour créer une ébauche de placenta qui va après se développer et constituer ce placenta qui va protéger et nourrir l'embryon et permettre les échanges entre la mère et l'embryon pendant les 9 mois de grossesse. Vous l'avez ici imagé sur ce petit extrait de film où on voit ici les spermatozoïdes qui arrivent. Notre marchand de drapier avait vu ça grâce à son microscope. Et vous voyez, hop, qu'un un spermatozoïde pénètre dans l'ovule pour créer après un œuf. Cet œuf va migrer le long des trompes, protégé par des trophoblastes, ces cellules nourricières et protectrices. Cet œuf, au 6e, 7e jour, va pénétrer l'endomètre de l'utérus pour s'ancrer. Et vous voyez qu'à cet instant très précis, les cellules qui sont individuelles vont fusionner pour créer un tissu particulier qui va être à l'origine du placenta. Et aujourd'hui, on sait que la fusion de ces cellules trophoblastiques est due au réveil d'une séquence virale présente dans notre patrimoine génétique. Cette séquence virale reçoit un signal qui est en cours d'étude dans plusieurs laboratoires. Cette séquence virale va s'exprimer, va exprimer ses potentialités, va conduire à la synthèse d'une protéine qui va avoir pour fonction la fusion de ces cellules trophoblastiques que vous voyez ici. Donc du coup, ce rétrovirus, ce virus dont le patrimoine génétique est présent dans notre patrimoine génétique depuis des millions d'années, a permis d'acquérir cette fonction, cette propriété nouvelle il y a 60 millions d'années, qui est le placenta tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc la formation du placenta tel qu'on le connaît aujourd'hui dans l'espèce humaine, mais aussi chez les singes et chez d'autres espèces animales, est due à l'acquisition de séquences virales il y a plusieurs millions d'années qui ont été acquises du monde viral, qui ont été intégrées dans le patrimoine génétique, qui ont été transmises de génération en génération avec cette propriété nouvelle dans le cadre du placenta. Voici quelques diapos pour terminer mon topo. Là, c'est la représentation d'un homme, mais ça c'est Léonard de Vinci, mais je n'ai pas trouvé d'autres images beaucoup plus convaincantes, donc j'ai laissé celle-là. Un homme, c'est quoi? Un être humain, c'est quoi? C'est constitué de cellules humaines. 10 puissance 13 cellules humaines, environ. C'est constitué, et ça on le sait aujourd'hui, de bactéries. Lorsque la bactériologie a vu le jour il y a plus de 100 ans, on pensait qu'il fallait détruire toutes les bactéries. Les bactéries étaient nocives parce que, bien évidemment, on les a encore découvertes grâce aux symptômes qu'elles engendraient, les maladies qu'elles pouvaient causer. Et lorsqu'on s'est aperçu que sans les bactéries, on ne pouvait pas digérer, sans les bactéries, on ne pouvait pas synthétiser certaines vitamines, on s'est aperçu que la vision des bactéries que l'on avait à une époque devait évoluer et que les bactéries sont à la fois pathogènes, non pathogènes, voire utiles. Donc aujourd'hui, on sait très bien que notre organisme est un écosystème entre cellules humaines et cellules bactériennes. Et comme l'indique ce schéma, on a 10 fois plus de bactéries en nous que des cellules dites humaines. Et aujourd'hui, la grosse question, c'est
combien de virus portons en nous et quelle est l'implication, quelles sont les implications de ces virus pour constituer l'organisme pluricellulaire extrêmement complexe que nous sommes. Et ça, c'est une question qui est posée par de nombreux laboratoires. Quelle est la quantité de virus que nous portons en nous et quels sont les rôles joués par ces virus, autres que celui que nous venons de voir vis-à-vis du placenta, que ces virus pourraient jouer en nous et faire de nous cet être complexe que nous sommes. Donc on arrive sur les deux derniers schémas de cette conférence et j'ai voulu mettre cette lithographie. Une lithographie japonaise qui est extrêmement intéressante. Quand je vous expliquerai l'origine de cette lithographie, vous allez comprendre. Cette lithographie représente un éléphant. Un éléphant entouré d'1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. 8 personnes toutes aveugles. Cette lithographie est issue de la mythologie hindoue, qui a été reprise après par d'autres cultures, et en particulier la culture japonaise. C'est l'histoire d'un sage qui dit à plusieurs aveugles et qui veulent suivre son enseignement, voilà, vous rentrez dans cette pièce, vous y restez 5 minutes, et vous me dites ce que vous y avez vu à travers vos sens autres que celui de la vue. Donc au bout de 5 minutes, ils sortent, et le sage interroge tous les aveugles. Qu'as-tu vu? Au premier. Le premier dit, moi, j'ai vu un animal qui ressemble à un arbre. D'accord. Toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai vu un animal qui ressemble réellement à un serpent. D'accord. Toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai vu un animal qui est tout plat et qui est réellement extrêmement souple. D'accord. Et toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai pas vu d'animal, j'ai vu quelque chose de très très dur et de rigide. Non, c'était pas un animal. En fait, toutes ces personnes avaient vu une partie de l'éléphant. Le premier a vu une jambe et a touché la jambe. Le second a vu la queue. Le troisième a touché l'oreille. Et le quatrième, la défense. Ils avaient tous raison, mais ils avaient tous tort. Et le monde des virus, c'est un peu ça. C'est qu'on a tous raison. En gros, il y a des virus pathogènes, il y a des virus qui ne sont pas pathogènes, il y a des virus utiles. Et comme toute question sur le vivant, toute définition du vivant est complexe. Et donc les réponses sont toutes aussi complexes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette lithographie. C'est juste pour exprimer l'idée que la définition du virus est une définition qui peut être touchée du doigt, mais qui n'est pas finie, qui est en cours de définition. Quoi qu'il en soit, il faut toujours garder à l'esprit qu'il existe néanmoins des virus pathogènes. Vous le verrez avec François Rodin la prochaine fois et Jean-François Delfrécy. Et je terminerai sur cette diapositive. Ça, c'est le virus du sida. Donc effectivement, il y a des virus utiles, des virus non pathogènes, mais il y a encore des virus pathogènes. Et là, c'est aussi notre rôle à nous, scientifiques, de lutter contre ces virus. Je vous remercie.